Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons une chronique détaillée des événements qui se sont déroulés loin des regards indiscrets à une profondeur de 100 mètres dans la mer Baltique, mais dont l'écho a atteint toutes les capitales européennes. C'est l'histoire d'un incident mystérieux sur un gazoduc stratégique, d'une opération secrète appelée Barrière, et de preuves découvertes qui pointent vers une piste menant bien au-delà des eaux russes. Nous reconstituerons le déroulement des événements, depuis le premier signal d'alarme jusqu'au début d'une guerre de l'information à grande échelle, où chaque partie défend sa vérité. Il ne s'agit pas seulement d'un accident technique, mais de la façon dont une artère énergétique reliant la Russie et l'Europe s'est transformée en quelques jours en une ligne de front invisible. Tout a commencé avant-hier, tard dans la soirée, au centre de surveillance, où les paramètres de fonctionnement du système de transport de gaz sont suivis 24 heures sur 24, un signal rouge a soudainement clignoté sur l'un des écrans. L'automatisme a enregistré une chute de pression anormale et brutale sur l'une des sections clés de la route gazière nord qui traverse le fond de la mer Baltique. L'opérateur de service a d'abord supposé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement technique standard, d'un faux déclenchement de capteur ou d'une erreur de télémétrie. De tels cas, bien que rares, se produisent. Cependant, quelques minutes plus tard, il est devenu clair que la situation était beaucoup plus grave. Sur les écrans radars qui scannaient de la zone maritime sont apparus des signaux impulsionnels courts et chaotiques. Ils se déplaçaient le long du tracé sous-marin du pipeline comme de petits objets maniables. À la même heure, le répartiteur a donné l'alerte. Les services d'urgence et une équipe d'intervention rapide ont été immédiatement dépêchés sur le lieu de l'incident présumé. Dans les premières heures, les sources officielles ont gardé le silence, ne révélant ni l'emplacement exact ni la nature de l'incident. On savait seulement qu'il s'agissait de la route nord à une profondeur de plus de 100 mètres. La situation a commencé à s'éclaircir grâce aux données des capteurs de vibration installés sur toute la longueur du tuyau. Quelques heures avant la chute de pression, ils ont enregistré une série de micro-oscillations identiques à celles qui se produisent lors d'un impact mécanique externe. Presque simultanément, le système de sécurité a enregistré un signal de rupture de l'intégrité de la couche de protection externe du tuyau. Et comme une sinistre coïncidence, au même moment, l'un des drones de reconnaissance technique, qui effectuait une inspection planifiée de cette section, a disparu des radars. Pendant la nuit, une opération d'une ampleur sans précédent, baptisée Barrière, a débuté sur le lieu du dommage présumé. Des navires de soutien, des navires spécialisés équipés d'appareils de plongée profonde, ainsi que des spécialistes du ministère de la Défense et du Service fédéral de sécurité ont été dépêchés dans la zone de l'incident. Des hélicoptères de lutte anti-sous-marine patrouillaient la zone maritime depuis les airs, leurs projecteurs perçant l'obscurité de la nuit. La zone a été immédiatement fermée à la navigation civile et signalée sur les cartes marines comme une zone technique temporaire. Dans les premières heures, le champ informationnel s'est rempli de rumeurs contradictoires. De brèves notes dans les agences de presse parlaient d'une possible fuite de gaz, tandis que des chaînes Telegram anonymes répandaient des versions d'une explosion sous-marine. Cependant, au matin du jour suivant, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Une phrase d'un rapport interne de la première équipe d'intervention d'urgence arrivée sur les lieux a fuité dans la presse. Des traces d'impact mécanique provenant de l'extérieur ont été découvertes. Le matin, les représentants officiels de Gazprom ont fait une déclaration sobre. Il n'y a aucune menace pour l'approvisionnement en gaz. Les spécialistes s'efforcent d'élucider les causes 24 heures sur 24. Mais presque simultanément, une source au sein des forces de l'ordre a déclaré aux journalistes que les dommages étaient ponctuels, ne ressemblant pas à une rupture due à la pression, mais plutôt à une tentative d'installation d'un certain dispositif externe. Cette déclaration a mis le feu aux poudres dans les médias du monde entier. Les publications occidentales ont immédiatement lancé une vague de versions allant d'un accident dû à l'usure du matériel à une attaque hybride planifiée contre le système énergétique européen. En Russie, la réaction officielle est restée tendue et contenue, mais au sein de la communauté des experts et des ressources industrielles, on discutait déjà à plein régime de la seule version possible,
un sabotage. Les premières images du lieu de l'événement sont apparues sur le réseau. Des navires en mer, des faisceaux lumineux de projecteurs, un bateau avec le logo du ministère de la Défense, tournoyant à proximité. Seul un faible grondement rompait le silence. Ce sont les appareils sous-marins qui, les uns après les autres, s'enfonçaient dans les profondeurs. Le soir, une réunion d'urgence s'est tenue à Saint-Pétersbourg avec la participation des principaux spécialistes du secteur énergétique et des représentants des services de sécurité. Selon des informations provenant d'initiés, une version principale était sur la table, un sabotage délibéré à l'aide d'équipements télécommandés. L'un des experts, analysant les premières imageries obtenues, a noté que la structure des dommages était trop soignée pour une explosion. Elle ressemblait davantage à une coupe précise réalisée avec un outil spécialisé. Bien qu'il n'y ait pas encore de conclusions officielles, les signaux d'alarme se multipliaient. Les observateurs ont rappelé que ce n'était pas le premier cas d'activité suspecte à proximité d'infrastructures de transport de gaz essentielles. Et bien que les responsables aient appelé au calme, le mot que l'on s'était efforcé de ne pas prononcer à voix haute jusqu'à présent résonnait de plus en plus dans les coulisses. Sabotage. À la tombée de la nuit, l'opération Barrière est entrée dans sa phase la plus active. La zone maritime de la route nord a été plongée dans l'obscurité informationnelle pendant plusieurs heures. Un silence radio total a été instauré. De faibles lumières sur les ponts des navires, de rares ordres par communication interne, tout cela ressemblait à une scène d'un film d'espionnage sur la guerre sous-marine. Mais ce n'était pas un film, mais une nouvelle réalité dans laquelle la lutte pour les ressources énergétiques est passée du plan économique à un plan quasi militaire. L'opération a commencé tôt le matin, lorsque le ciel gris au-dessus de la Baltique commençait à peine à s'éclaircir. Les navires de soutien étaient stationnés à quelques kilomètres du lieu des dommages. Les stations radio fonctionnaient exclusivement en mode de messages cryptés courts. Les premiers éclaireurs se trouvaient déjà dans l'eau chaude froide. Des drones sous-marins télécommandés équipés de puissants projecteurs et de manipulateurs. À bord du navire de commandement, les opérateurs surveillaient en permanence leurs mouvements sur les écrans. Des points verts se déplaçaient lentement le long de la ligne de pipeline, transmettant vers le haut les coordonnées exactes des moindres déviations. Dans les profondeurs, où la lumière du jour ne pénètre jamais, régnait un silence absolu, rompu seulement par de rares claquements de courants turbulents et le bourdonnement sourd des hélices des drones eux-mêmes. Les caméras transmettaient vers le haut des images troubles et déformées par la masse d'eau, du limon, des algues ondulantes, de rares fragments métalliques et soudain une ligne claire et droite sur le corps du tuyau. Au début, les opérateurs ont pensé qu'il s'agissait d'une fissure causée par la pression. Mais lorsque le drone s'est approché, il est devenu évident que les dommages étaient anormalement soignés et tirés, comme laissés par un outil technique de haute précision. En bas, sur le fond marin, des morceaux de câble et un panneau en plastique avec des marquages illisibles en anglais étaient visibles à la lumière du projecteur. À midi, la zone était complètement bouclée. Des hélicoptères se patrouillaient au-dessus de l'eau en vol rasant. Sur les ponts des navires, des spécialistes en combinaison étanche travaillaient et des grues montaient pour les conteneurs avec du matériel supplémentaire un par un des cales. L'un des officiers, s'adressant aux journalistes, a lâché une phrase courte. « Il y a des signes d'ingérence. Tout est enregistré. La situation est sous contrôle. » Immédiatement après, l'accès de la presse à la zone de l'opération a été définitivement fermé. Pendant ce temps, un silence tendu régnait au quartier général de l'opération sur le navire de commandement. Des dizaines de paires d'yeux étaient rivés sur les écrans, transmettant les images des caméras sous-marines. À un moment donné, l'un des drones a enregistré à une distance d'environ 30 mètres du tuyau un objet étrange, une construction cylindrique d'environ 1 mètre de long, à moitié enfouie dans le sable. Lorsque le manipulateur a soulevé avec précaution la trouvaille, il est devenu clair qu'il y avait un bloc d'accumulateur et des restes d'un mécanisme de fixation à l'intérieur. Tout cela ressemblait à une partie d'un dispositif artisanal destiné à être fixé au pipeline.
Les experts à bord ont immédiatement supposé qu'il s'agissait soit d'un fragment d'un drone porteur sous-marin, soit d'une partie d'un système de détonation à distance. Les ingénieurs qui ont examiné la trouvaille ont attiré l'attention sur le marquage de certaines pièces. Certains composants n'étaient manifestement pas de fabrication russe. Selon des données non officielles qui ont filtré plus tard, des éléments fabriqués dans un pays d'Europe de l'Est ont été découverts parmi les micropuces. Vers le soir, l'opération Barrière n'a fait que s'étendre. Des navires supplémentaires et de puissantes grues flottantes ont été amenés sur le site. Le temps a commencé à se gâter. De lourds nuages de plomb arrivaient du nord. Un pluie froide s'est abattu. Malgré cela, les travaux sous-marins n'ont pas cessé une minute. Toutes les quelques heures, les drones remontaient à la surface pour un changement rapide des batteries et redescendaient aussitôt dans les profondeurs sombres, la lumière aveuglante des projecteurs déchirant l'obscurité éternelle du fond marin. Les observateurs à terre ont rapporté que pendant la nuit, le bruit d'équipements lourds était audible dans la zone de l'incident et que des lumières ressemblant à des balises lumineuses d'hélicoptères étaient visibles. L'un des pêcheurs locaux, dont le navire s'est retrouvé à proximité de la zone fermée, a raconté plus tard aux journalistes. On avait l'impression qu'il y avait une guerre là-bas, en bas, mais silencieuse, sous-marine. Parallèlement aux travaux en mer, le travail des enquêteurs et des analystes a commencé à terre. Chaque fragment remonté du fond était immédiatement photographié, placé dans un conteneur hermétique et étiqueté. Un groupe distinct de spécialistes a commencé à reconstituer l'itinéraire possible d'un appareil sous-marin inconnu. En utilisant les données sur les courants, la salinité et la direction du vent le jour de l'incident, ils ont essayé de calculer d'où il aurait pu être lancé et déjà les premiers calculs préliminaires ont montré que le point de lancement le plus probable se trouvait en dehors des eaux territoriales russes. La même nuit, de nouvelles informations sont arrivées. L'un des drones a enregistré sous une couche de limon un autre cylindre métallique avec des morceaux de fil. L'objet a été soulevé avec précaution à bord. Selon des sources au sein du ministère de la Défense, il s'est avéré être un dispositif électronique non standard avec des signes d'alimentation autonomes et un système de fixation complexe. Officiellement, personne n'a commenté cette trouvaille, mais la formulation suivante a été entendue pour la première fois dans un rapport à usage interne, dispositif à des fins de sabotage. Au matin du 3e jour après l'incident, il est devenu définitivement clair. La version d'un accident fortuit est totalement exclue. Au centre de commandement de l'opération Barrière, les premiers résultats officiels des expertises ont été lus. Toutes les formulations vagues, les défaillances techniques et les facteurs externes ont disparu de tous les documents. Il ne restait qu'une seule chose extrêmement claire, un impact ciblé sur la structure du gazoduc. Dans l'un des conteneurs livrés à bord du navire de recherche se trouvait une coque gravement endommagée d'un petit appareil sous-marin. Malgré la déformation, certains éléments électroniques ont été conservés. Des traces de fixation pour des équipements supplémentaires étaient visibles sur la partie supérieure de la coque et à l'intérieur, les restes de microcaméras et d'un bloc de commande. L'un des ingénieurs qui a participé à l'inspection lors d'une conversation informelle a déclaré « Ce n'est pas un drone industriel, c'est une modification artisanale pour une tâche spécifique. Tout, de la coque au schéma d'alimentation, parle d'un réglage manuel. Plus tard, il s'est avéré que sur l'un des fragments conservés du revêtement, un marquage, des lettres et des chiffres latins, caractéristiques des composants des appareils sans pilote civil fabriqués en Europe, avaient été conservés. Cependant, il ne restait ni numéro de série ni logo du fabricant. La peinture avait été soigneusement enlevée et la surface frottée avec un abrasif. Une tentative évidente de dissimuler l'origine du matériel. Le service de presse de Gazprom s'est toujours limité à des déclarations sèches. Une enquête technique est en cours. L'approvisionnement en gaz par la route n'est pas interrompu. Il n'y a aucune menace pour les consommateurs. Cependant, à ce moment-là, de nombreuses fuites dans les médias avaient déjà fait leur travail. Des sources anonymes au sein des forces bombardières de l'ordre ont confirmé que des dispositifs qui auraient donc pu être utilisés pour un impact à distance sur les éléments d'infrastructures essentielles avaient été découverts au fond.
Lors d'un briefing spécial à Saint-Pétersbourg, des représentants du ministère des Situations d'urgence ont présenté aux journalistes une série de photos. Ce même cylindre métallique avec des fentes, des fragments d'un câble spécial, des boulons de fixation déformés et un morceau d'isolation avec une trace de coupe parfaitement droite. Un spécialiste invité des systèmes failles sous-marins a expliqué que de tels dommages n'auraient tenté pu être causés que par un dispositif avec une fraise mécanique typique des appareils robotisés utilisés dans le renseignement technique ou lors de l'exécution de tâches de sabotage. Le même jour, une analyse spectrale de la composition des alliages dont était faite la coque de l'appareil retrouvé a commencé au laboratoire du ministère de la Défense. Les résultats se sont avérés plus que curieux. L'alliage ne correspondait à aucune des normes russes et, par sa composition, ressemblait à des échantillons industriels européens utilisés dans l'ingénierie marine. De plus, des micropuces portant le marquage de grands fabricants occidentaux ont été découvertes dans le bloc électronique. Les experts ont définitivement été convaincus. Il ne s'agit pas d'un produit de série, mais d'un complexe assemblé à la main, capable de se déplacer de manière autonome sous l'eau et d'effectuer une tâche avec une précision allant jusqu'au mètre. Parallèlement, ce même disque dur, retrouvé dans l'un des premiers conteneurs remontés du fond, a été livré à Moscou. L'appareil était fortement endommagé par la corrosion, mais les spécialistes de la criminalistique numérique ont réussi à réaliser presque l'impossible, récupérer une partie des fichiers, parmi eux des fichiers log avec des coordonnées GPS et des horodatages. L'itinéraire de l'appareil passait exactement le long de la ligne du gazoduc et il commençait, comme supposé précédemment, bien au-delà des eaux territoriales russes. C'est devenu la preuve clé et irréfutable que l'attaque avait été menée de l'extérieur. Le soir du même jour, un groupe spécial de la direction principale du contre-espionnage est arrivé à bord du navire de commandement. Tous les documents, les preuves et les pièces justificatives ont été transférés dans des conteneurs hermétiques, scellés et envoyés à Moscou par un vol d'urgence. Aucun responsable n'a fait de commentaires, mais dans les coulisses, on parlait ouvertement que l'affaire pourrait passer dans la catégorie des incidents interétatiques. Au même moment, une vague d'informations de représailles a commencé en Europe. Plusieurs grandes publications en Allemagne et en Pologne ont publié des articles faisant allusion au fait que l'incident pourrait être lié à des défaillances dans les techniques de matériel obsolète. Mais la partie russe a réagi rapidement en diffusant par ses canaux des photos des débris et une déclaration officielle. Des dispositifs d'origine non russe, créés pour effectuer des manipulations sous-marines, ont été découverts sur le lieu de l'incident. Dans la communauté des experts, on a commencé à discuter activement d'un autre aspect, l'énergétique. Plusieurs analystes indépendants ont noté que l'incident s'est produit précisément pendant la période où l'Europe se préparait à des négociations difficiles sur les nouvelles conditions d'approvisionnement en gaz pour la période hivernale. Une telle coïncidence semblait trop précise pour être fortuite. Une des sources a qualifié ce qui s'est passé de démonstration de force dans une nouvelle guerre énergétique. Le soir, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, il a été annoncé un élargissement immédiat de la zone de patrouille de toutes les routes énergétiques et sous-marines. Des navires de garde supplémentaires ont été envoyés à la mer Baltique et les systèmes de surveillance ont été mis en état d'alerte renforcée. Le représentant officiel du ministère de la Défense a assuré que la menace de nouvelles tentatives d'ingérence était exclue et que la sécurité des infrastructures serait assurée au niveau du contrôle stratégique lorsque les résultats de toutes les expertises ont été posés sur la table du groupe opérationnel. Un mot est resté en suspens dans l'air, un mot que l'on évitait de prononcer officiellement jusqu'à présent. Sabotage. Maintenant, tous les faits indiquaient que l'attaque avait été soigneusement planifiée et exécutée avec une précision technique maximale. Et surtout, la piste menait au-delà des frontières russes. À l'aide des données de la surveillance par satellite et de l'analyse des radars maritimes, il a été possible d'établir la zone approximative d'où le drone sous-marin aurait pu être lancé.
Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une zone où se croisent les routes commerciales et militaires de plusieurs pays d'Europe du Nord. L'attention des analystes a été attirée par 2 navires dont les signaux ont été observés dans cette zone le soir de l'incident. Les 2 naviguaient sans transpondeurs actifs en mode de silence radio total, ce qui constitue une violation flagrante des règles internationales de navigation. Ce sont ces navires fantômes qui ont le plus intéressé le contre-espionnage. Selon les données qui ont ensuite été partiellement confirmées par des sources indépendantes, l'un de ces navires, naviguant sous le pavillon d'un petit pays européen, a fait une escale courte et inexpliquée, juste à proximité de la zone de lancement présumée. La version officielle, si elle devait être exprimée, pourrait être un étalonnage de l'équipement de navigation. Officieusement, c'est à ce moment précis que les satellites ont enregistré des pics de chaleur à la surface de l'eau et de faibles signaux électromagnétiques similaires à ceux émis par les appareils sous-marins lors de la plongée. 3 heures plus tard, le navire a brusquement changé de cap et s'est dirigé vers les eaux territoriales danoises. Dans les centres d'analyse, l'itinéraire reconstitué du drone a été superposé à l'itinéraire de ce mystérieux navire. La coïncidence s'est avérée presque complète avec une marge d'erreur de moins d'1 kilomètre. Une telle chose ne pouvait pas arriver accidentellement en pleine mer. Parallèlement à l'enquête technique, le travail sur le front diplomatique a également commencé. Une note avec une demande officielle de fournir des informations sur les navires qui se trouvaient dans le secteur de l'incident à l'heure indiquée a été préparée au ministère des Affaires étrangères de la Russie. Les réponses de certains pays sont arrivées rapidement et ont été extrêmement polies. Les données sont en cours de clarification. Nous ne disposons pas d'informations sur des actions non autorisées. Cependant, plusieurs États ont préféré simplement garder le silence, et ce silence a résonné plus fort que toutes les déclarations. Pendant ce temps, lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité, les motifs et les scénarios possibles ont été discutés. Selon une des versions, l'opération aurait pu avoir un caractère purement de renseignement, une vérification de la vulnérabilité des routes énergétiques russes. Selon une autre, il s'agissait d'une démonstration de force, d'une tentative de montrer que même les infrastructures les plus protégées ne sont pas à l'abri d'une ingérence extérieure. Mais la plupart des experts étaient d'accord. Sans la participation directe de spécialistes étrangers et éventuellement de structures étatiques, une telle opération aurait été impossible. Quelques jours plus tard, les médias occidentaux, citant des sources anonymes à Bruxelles, ont commencé à publier des articles avec une idée générale. La Russie elle-même gonfle l'histoire autour d'un accident technique afin d'accroître la pression politique et économique sur l'Europe. À Moscou, cela a été perçu comme une tentative prévisible de détourner l'attention de l'essence de ce qui s'est passé, d'autant plus qu'à ce moment-là, l'enquête disposait déjà de données indiquant qu'une partie des composants électroniques retrouvés sur le lieu du sabotage avaient été achetés par le biais d'une société offshore enregistrée dans l'un des ports des Balkans. Cette même entreprise avait déjà figuré dans des enquêtes sur les livraisons d'équipements à double usage, y compris pour les drones marins qui avaient été utilisés lors d'essais militaires de pays de l'OTAN. La nouvelle de la tentative de sabotage s'est répandue dans le monde entier plus vite que les déclarations officielles n'ont suivi. Au matin du 5e jour après l'incident, les principales agences mondiales citaient déjà des sources anonymes à Moscou et à Bruxelles, rapportant une opération secrète des services spéciaux russes en mer Baltique. Sur fond de ces nouvelles, les cotations du gaz sur les bourses européennes ont bondi de 8%. Le marché a réagi instantanément sans même attendre les confirmations officielles. À Moscou, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité s'est tenue à ce moment-là. Le président a entendu les rapports des chefs du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères et du FSB. La discussion, selon des sources, a duré plus de 3 heures et s'est déroulée à huis clos. Plus tard, dans une déclaration officielle à la presse, a retenti une phrase qui est devenue le titre de toutes les éditions du Soir des Actualités. La Russie considère ce qui s'est passé comme un acte de sabotage sous-marin dirigé contre la stabilité énergétique de toute la région.
Toute autre tentative de déstabiliser les infrastructures essentielles aura les conséquences les plus graves. Le même jour, des voitures avec des plaques d'immatriculation diplomatique et les drapeaux de plusieurs ambassades de pays européens sont arrivés les unes après les autres au bâtiment du ministère des Affaires étrangères sur la place Smolenskaya. Une série de consultations urgentes et apparemment rigides a eu lieu. Des copies des rapports techniques, des photos des fragments retrouvés au fond et des données avec des coordonnées confirmant l'ingérence extérieure ont été transmises aux représentants des pays de l'Union européenne. La réaction des diplomates a été contenue, mais la tension était évidente. Officiellement, ils ont promis de faire la lumière et de fournir des informations supplémentaires. À Bruxelles, au contraire, on a préféré adopter une position extrêmement prudente. Lors d'un briefing, le représentant de la Commission européenne a déclaré qu'il n'y avait pas encore de confirmation irréfutable de la participation étrangère et a appelé toutes les parties à ne pas tirer de conclusions hâtives. Cependant, quelques heures, 10 heures plus tard, le chef de la diplomatie d'un des pays d'Europe de l'Est a laissé entendre dans une interview que la Russie aurait pu elle-même organiser une provocation pour renforcer ses positions énergétiques lors des négociations. Ce commentaire a provoqué une réaction immédiate et rigide de Moscou. Le soir même, l'ambassadeur de ce pays a été invité au ministère des Affaires étrangères russe pour donner des explications. Pendant ce temps, les chaînes fédérales russes ont commencé à publier les premières images du lieu de l'opération sous-marine, des enregistrements vidéo troubles, mais d'autant plus convaincants, où l'on voit comment les rayons des projecteurs des drones glissent sur la ligne du pipeline, comment les manipulateurs remontent des conteneurs des profondeurs, et cette même coque métallique déformée avec des signes évidents d'ingérence extérieure. Les images semblaient non pas mises en scène, mais difficiles et documentaires. Après leur diffusion, l'opinion publique en Russie s'est définitivement inclinée vers la version d'un sabotage extérieur. Les chaînes d'experts ont parlé d'une nouvelle forme de guerre hybride de sabotage énergétique. En réponse à ce qui s'est passé, Moscou a activé le programme de protection complète des infrastructures essentielles. Des exercices conjoints non planifiés de la flotte et du ministère des situations d'urgence sous le nom conditionnel de Rubech ont commencé dans la région de la Baltique. Des stations radars mobiles ont été déployées sur les côtes des régions de Kaliningrad et de Leningrad et des systèmes supplémentaires de surveillance acoustique et hydrologique ont été installés dans les zones où passent les magistrales sous-marines. Officiellement, tout cela était appelé une vérification planifiée de la stabilité des communications, mais tout le monde comprenait que c'était une réponse directe et sans équivoque à l'attaque. Après que les premières déclarations officielles ont été diffusées par les médias mondiaux, une nouvelle phase du conflit a commencé, ce que les cercles diplomatiques appellent la guerre des versions. Moscou parlait de sabotage et apportait des preuves. L'Europe, par l'intermédiaire de ses structures officielles, parlait de la nécessité d'attendre les résultats d'une enquête transparente faisant allusion à un dysfonctionnement technique. Mais derrière les coulisses de cette polémique publique se déroulait quelque chose de tout à fait différent. Une confrontation silencieuse des services de renseignement et des centres d'analyse, où chaque mot, chaque fuite et chaque publication pouvait modifier le fragile équilibre international. À Londres et à Bruxelles, des rapports analytiques d'instituts de recherche privés proches des cercles gouvernementaux ont commencé à sortir les uns après les autres. Tous étaient construits selon le même schéma. Le fait même de l'incident était reconnu, mais une allusion prudente était faite au fait que la responsabilité pouvait incomber à une certaine tierce partie cherchant à provoquer un conflit entre la Russie et l'Union européenne. Cette formulation évasive ressemblait à une tentative de maintenir l'équilibre, de ne pas accuser directement, mais aussi de ne pas nier la menace évidente. Pendant ce temps, lors des réunions à huis clos des services spéciaux russes, une analyse des données radars et satellites reçues était en cours. Selon des informations non officielles, il aurait été possible non seulement de suivre les itinéraires des navires Swanky fantômes, mais aussi de repérer un court signal radio qui était transmis depuis la zone de leur présence.
La fréquence et le caractère de la transmission coïncidaient avec la gamme qui est généralement utilisée dans les systèmes de communication des appareils sous-marins. À double usage, ces données n'ont pas encore été publiées, mais elles ont servi de base à la version finale. L'opération était coordonnée par des opérateurs externes situés en dehors des eaux territoriales russes. Un jour plus tard, un article est apparu sur un des influents portails d'information européens avec une référence à des sources anonymes dans les structures de défense de l'OTAN. Il affirmait que Moscou intensifiait délibérément la pression informationnelle en utilisant l'incident avec le gazoduc comme un instrument de chantage pour influencer la politique énergétique de l'Europe. L'article a été instantanément cité par toutes les grandes agences mondiales. Cependant, des experts indépendants ont noté que le texte avait été écrit manifestement à la hâte, sans preuve concrète, et toutes les conclusions étaient basées sur des hypothèses et des suppositions. La partie russe a répondu de manière asymétrique et rigide. Le lendemain, dans l'édition du soir des informations sur la principale chaîne de télévision d'État, a été montré un court reportage vidéo de seulement 30 secondes. Sur l'écran, ce même drone sous-marin filmé déjà en laboratoire après son relèvement. Sur sa coque déformée en gros plan, on voit des traces de corrosion, des éclats de peinture et des désignations non complètement nettoyées, similaires au marquage des composants européens. Une voix sèche de l'annonceur hors champ a prononcé « Échantillon d'origine non russe ». L'étude des matériaux et des composants se poursuit. Ce clip a provoqué une réaction instantanée en Europe. On a parlé d'une nouvelle escalade d'accusations sans fondement, mais déjà non officiellement. Dans les cercles d'experts, certains spécialistes ont reconnu que l'équipement montré ressemble effectivement aux échantillons utilisés dans les projets d'ingénierie sous-marine commerciaux et militaires en Occident. Sur fond de cette guerre de l'information, les activités de renseignement se sont également intensifiées. Les navires de patrouille russes ont commencé à enregistrer de plus en plus souvent l'apparition d'appareils sans pilote non identifiés à proximité des itinéraires des gazoducs. Leur mouvement était prudent, à la limite du tolérable. La nuit, les opérateurs des postes d'observation côtiers ont vu d'étranges éclairs de lumière à l'horizon avec une optique puissante, soit des reflets des reflets des vagues, soit les signaux de quelqu'un. Des messages sur des anomalies sont arrivés au quartier général toutes les quelques heures. Au sein de la flotte du Nord, l'état de préparation au combat a été renforcé. Un groupe supplémentaire de patrouilleurs et d'avions de reconnaissance a été déployé dans la mer Baltique. Ainsi a commencé une chasse silencieuse, sans un seul coup de feu, mais avec un sentiment de danger qui augmentait constamment. À la fin de la semaine, une réunion de synthèse a eu lieu au Kremlin, avec la participation de représentants de tous les services de sécurité, de la direction des entreprises énergétiques et des principaux analystes. Il a été décidé de créer une structure fondamentalement nouvelle, un centre de coordination de la sécurité des routes sous-marines. Sa tâche principale sera une surveillance constante en temps réel de tous les objets énergétiques sur le plateau continental et l'enregistrement de tous les incidents, même les plus insignifiants. La phrase de conclusion de la réunion, qui a retenti dans le communiqué officiel, est devenue une sorte de ligne de démarcation. Toute tentative d'ingérence dans l'infrastructure énergétique de la Fédération de Russie sera désormais considérée comme une menace directe à la sécurité nationale, avec toutes les conséquences qui en découlent. Après cette déclaration, un silence tendu s'est installé en Europe. Personne ne voulait d'une nouvelle escalade, mais tout le monde comprenait. L'histoire du gazoduc s'est définitivement transformée d'une enquête technique en une question de confiance stratégique qui a été minée. Et au-dessus de la Baltique, les avions de patrouille étaient néanmoins toujours en service et sur les écrans de leurs radars pulsaient silencieusement des points verts à peine visibles. Dans ce jeu dangereux, le point final n'avait pas encore été mis. La situation autour des routes du Nord reste sous contrôle, mais l'inquiétude ne s'apaise pas. La lutte pour l'énergie est allée bien au-delà de l'économie. Maintenant, chaque mètre de tuyau qui passe sous l'eau est devenu une ligne de front silencieuse, mais non moins dangereuse.